C'est simplement par quelques mots, je vais prendre la parole d'abord, ensuite Monique, et ensuite nous procéderons à la remise cérémonieuse des diplômes. Alors, je vais raconter des choses que je raconte souvent. Au moment de la remise des diplômes, on a le sentiment que chaque promotion est résolument singulière. D'abord parce qu'elle est la résultante d'individus eux-mêmes très différents. Alors c'est quelque chose qu'on se répète souvent, et je le constate quand même chaque année, au moment donc de cette remise des diplômes, surtout quand je sollicite les souvenirs qui s'attachent à la promotion que l'on fait. Mais il n'empêche malgré tout que la réunion des promotions fait toujours émerger des points communs, des attracteurs étranges, comme disent les spécialistes de systèmes complexes. Et ces points communs, il nous semble évident à Monique Ollier et à moi-même, qui auront donc couvé bientôt 11 promotions. Donc, des points communs évidents quand on invite quelques anciens à venir témoigner de leur parcours. Et c'est quelque chose qu'on a fait récemment. On a réuni 6 anciens, issus de promotions différentes, 6 anciens qui sont venus témoigner le même jour, autour de la même table. Et il nous est apparu, enfin à moi en tout cas, il m'est apparu clair que ces 6-là auraient pu être strictement contemporains. Je ne vais pas du tout insinuer qu'ils portaient la même marque de fabrique appliquée par le master, parce que ce serait prétentieux et puis tout à fait dépréciatif. Vous n'êtes heureusement pas, je crois, formaté par notre master. Mais ces anciens qui exercent des activités professionnelles différentes, chef de projet, il y avait un directeur éditorial, une responsable de clientèle, webmestre dans la presse, etc. Eh bien, ce soir-là, ils parlaient le même langage, avec les mêmes accents, avec le même lexique. Ils invoquaient dans leur parcours les mêmes atouts. Ils avouaient en particulier tous la même reconnaissance, ça nous a fait plaisir, ça m'a fait plaisir en tout cas, la même reconnaissance à l'égard de leur formation philosophique, à l'égard de leur culture humaniste. Ils affichaient la même combativité, le même enthousiasme. Et c'est cela qui m'a frappé surtout, en y repensant. C'est leur enthousiasme, leur vitalité. Et si c'était ça, au fond, le meilleur que l'on puisse attendre de la formation du master? Moi qui m'inquiète souvent publiquement de la dépression qui sévit dans les sociétés technologisées, hanté par le désir d'atteindre l'immortalité en fusionnant avec les machines, eh bien je reçois un démenti avec vous en général. Vous n'êtes pas porté à la dépression, ni enclin à vous laisser cyborgiser, malgré votre proximité avec les prothèses détachables que sont vos iPhones, vos portables. Cherchant à décrire cet enthousiasme traduit par ces jeunes anciens, tiens, en voilà un, je me suis souvenu qu'au début de ma carrière, j'enseignais en école normale d'instituteur. La formation se faisait alors en 2 ans. Les élèves avaient souvent été recrutés au niveau de la classe de 3e. Nous avions donc 2 ans après le bac pour en faire des hussards de la République. Sur ces 2 ans, ces élèves instituteurs faisaient un stage de 6 mois en responsabilité dans une classe maternelle ou primaire. Eh bien, c'était évidemment une satisfaction extraordinaire pour leurs formateurs de voir leur transformation en quelques mois. Élèves tout juste sortis du bac, en quelques mois, ils devenaient des instits dynamiques, les interlocuteurs affirmés des parents de leurs élèves. Ils étaient pleins d'imagination créatrice, quelquefois imagination qu'ils objectaient à des inspecteurs frileux. Si j'évoque ce passé en grande partie révolu, c'est que j'en associe le souvenir au sentiment que nous avons nous aussi lorsque nous prenons la mesure du chemin que vous parcourez de l'entrée en M2 au retour de votre stage et a fortiori 3 ou 4 ans après votre diplôme. La transformation est étonnante, on le répète aussi très souvent, et nous avons la faiblesse de penser qu'elle n'est pas seulement due à quelques maturités psychophysiologiques, une maturation qui ne serait de toute façon pas anthropique, car votre énergie est loin de s'être dégradée. Si j'évoque la formation des enseignants par laquelle a commencé ma propre activité d'enseignant, c'est aussi parce qu'elle était souvent placée, de manière un peu rhétorique, par mes collègues et par moi-même, sous le signe d'un roi de Chypre,
nommé Pygmalion. Je m'explique. On invoquait chez les psychopédagogues, parce que c'est ainsi qu'on nommait les professeurs de philosophie dans les écoles normales d'instituteurs, eh bien, on invoquait chez ces psychopédagogues l'effet Pygmalion. Oui, Pygmalion et non pas papillon, ce qui aurait été moins galvanisant et peut-être catastrophique. Je rappelle l'histoire bien connue de Pygmalion. C'était un roi qui était tombé amoureux d'une statue d'ivoire représentant une femme, une très belle femme. Et il demanda au cours d'un dîner, un soir, à Aphrodite de lui donner une femme ressemblant à cette statue. De retour chez lui, il se trouva en présence de la femme bien vivante que la statue avait libérée, et il l'épousa. Dans la littérature pédagogique, on s'est emparé de l'histoire pour décrire l'effet Pygmalion qui peut résulter du bon geste d'enseignement. Non pas pour dire que l'amour des profs peut animer l'inertie des élèves, mais pour justifier que, au moins, l'attention bienveillante portée aux élèves fait des miracles, que l'attente positive mise en eux leur permet de réaliser le meilleur dont ils sont capables. Des expériences ont d'ailleurs été faites, notamment dans les écoles défavorisées du Mexique. Et la conclusion fut toujours la même pour les pédagogues. La question classique que l'on posait autrefois, qui était celle-ci: pour enseigner le latin à John, que vaut-il mieux, aimer le latin ou aimer John? Eh bien, cette question classique n'a décidément pas de sens. Il faut aimer à la fois le savoir et ceux auxquels on le destine. Alors pourquoi tout ce bavardage? Pour dire ceci, notre master accueille de bons étudiants attachés à leur savoir et souvent paniqués à l'idée de le perdre de vue, ce savoir. Nous voulons faire avec eux, avec vous, des miracles, ou en tout cas vous arracher à la statue qui menace toujours de vous enfermer en vous-même, par crainte souvent des possibles et de l'inconnu. Sur ce point, Sartre a écrit des choses intéressantes. Bref, comment faisons-nous? Comment faites-vous pour vous déréifier? Et comment faites-vous pour nous surprendre chaque année et bien au-delà? De quelle Aphrodite êtes-vous le chouchou? Je ne sais pas. Et je ne le saurai évidemment jamais. Ce que je sais en revanche, c'est que vous avez des enseignants au sein du master qui sont de véritables Pygmalions. Non pas tant parce qu'ils vous aiment, quoique, mais surtout parce qu'ils sont débordants d'enthousiasme. Parce que leur activité professionnelle leur permet de mesurer la chance que vous représentez pour leur métier et pour leur environnement habituel. Et il est là l'effet Pygmalion. Décidez de voir en vous, dès le début, celui ou celle avec qui on aimera par la suite travailler au quotidien, discuter des clients et des contrats, partager des informations et des savoir-faire. L'enthousiasme est en vous à la sortie parce qu'il est au début dans ceux qui vous apprennent. Il n'y a finalement pas de miracle. Il y a seulement l'illustration d'une belle idée développée par un philosophe, médecin, Canguilhem. La vie est invention de normes. S'attacher à elle, c'est développer l'aptitude qui est sienne à multiplier les possibles, à s'ouvrir à l'indéfini des situations, à inventer des stratégies, à inventer de nouvelles règles, etc. Dans la normativité, c'est un autre nom pour désigner la santé, eh bien, il y a comme l'inventaire ouvert des dispositions que nous cherchons à développer en vous et qui sont à la clé de la conception du monde qui justifie, à n'en pas douter, l'enthousiasme de vos formateurs. Vive Pygmalion!